Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Jamf. Je m'appelle Julien Simonin, je suis ingénieur des ventes pour Jamf en France. Et donc je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session, ce nouveau webinaire ensemble. Et aujourd'hui, un sujet qui vous intéresse tous, comment sécuriser vos appareils les plus vulnérables. Un sujet qui vous tient à cœur, je n'en doute pas, et que chez Jamf, nous souhaitons vraiment mettre en avant lors de ce webinaire avec un programme, comme souvent, lorsqu'on organise ces webinaires, assez complet. On commencera par explorer la mobilité et ses enjeux en termes de sécurité. Puis nous partagerons notre point de vue sur la mobilité holistique, les approches pour les appareils appartenant à l'entreprise ou dans le cas du BYOD, le Bring Your Own Device, le fait d'utiliser son appareil personnel dans un cadre professionnel. Et puis, évidemment, un temps dédié à vos questions auxquelles nous pourrons répondre en fin de session. Donc n'hésitez pas à poser comme toujours vos questions dans le chat, on est vraiment là pour y répondre. Alors je vous propose qu'on commence notre parcours en discutant de la mobilité, de son impact sur la sécurité des entreprises, en commençant par ce constat, ce qui ne va surprendre personne ici. Les entreprises utilisent de plus en plus le cloud, donc le passage au travail hybride se développe et ça ne montre pas de signe de ralentissement. En plus, les applications natives sont fortement répandues maintenant dans toutes les entreprises. Donc les trois tendances que nous venons de donner poussent le déploiement traditionnel de la mobilité d'entreprise à ses limites. Concrètement, aujourd'hui, on atteint les limites d'un système. Alors, je vais vous montrer en quelques diagrammes comment on peut illustrer ce statut, cette situation actuelle autour de la mobilité, des dangers et des points forts, pourquoi pas, que cela va représenter. Alors, à l'époque où le mobile n'était qu'un terminal comme les autres, finalement, qui servait surtout à téléphoner, les autres appareils mobiles se connectaient finalement à l'infrastructure de l'entreprise de la même manière que les ordinateurs portables. Comme tout passait par un pare-feu, on pouvait couper l'accès aux ressources et avoir des logs précis d'accès aux ressources. Bon, maintenant, bien sûr, ça a changé. Le cloud est arrivé, il est quand même majoritaire dans nos usages. Et donc les fichiers qui étaient gentiment en train d'attendre qu'on les consulte derrière un pare-feu, ils sont stockés dans le cloud. Et pas exclusivement d'ailleurs, car certaines ressources peuvent rester on-prem aussi. Donc on a des usages qui sont quand même assez variés qu'il n'est pas toujours facile d'administrer au quotidien. Donc que faire pour ces appareils mobiles? Encore une fois, pour garantir l'accès aux applications et aux ressources on-prem, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il n'y a aucune garantie que les journaux d'accès à toutes les applications SaaS existent réellement, en plus, c'est important de le préciser, et en plus qu'on puisse les centraliser, et donc que vous puissiez par la suite les auditer. Il y a aussi une autre problématique, c'est qu'on n'a pas aussi un contrôle aussi poussé du security stack que l'on avait lorsqu'on était on-prem, puisque finalement on sort de l'environnement, du cadre de l'infrastructure de l'entreprise. Les solutions qui sont les plus répandues proposent un contrôle, des rapports assez bons, mais encore une fois, ce n'est pas universel, et alors que c'était vraiment le cas auparavant quand on était dans une architecture on-prem. Ce qui se passe le plus souvent dans ce cas, c'est qu'on déploie un VPN pour le trafic mobile. C'est ce qu'on voit le plus souvent. C'est une stratégie qui a été utilisée au départ pour les ordinateurs portables des entreprises. Donc on répète finalement ce qui avait marché auparavant. Et on peut donc traiter un appareil mobile comme un ordinateur portable sans problème et mettre en place un VPN. Et on obtiendra ainsi tous les logs de connexion comme on l'avait auparavant avec un VPN sur un ordinateur portable. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a toujours un mais, vous allez me dire, l'expérience utilisateur, elle n'est pas fluide concrètement. Les VPN traditionnels, ils ont été conçus pour fonctionner sur un réseau stable, pas un réseau cellulaire, pas un réseau qui peut être un réseau Wi-Fi à la maison ou qui n'a pas de réseau maillé. On peut être aussi dans des zones qui sont mortes où on a des latences quand on est en déplacement. On peut avoir, pourquoi pas, comme ça m'arrive parfois, des enfants qui sont en train de faire du streaming ou de jouer aux jeux vidéo par ailleurs et ça provoque la perte de paquets. Ça détruit les VPN et ça nuit fortement à l'expérience de l'utilisateur. Ce qui se passe le plus souvent, finalement, c'est ce qu'on dit, je vais accepter le risque, je vais laisser tous ces appareils se connecter directement sans VPN. Et du coup, beaucoup d'organisations laissent faire et espèrent qu'elles auront les logs dont elles ont besoin pour pouvoir auditer l'accès, restreindre le contrôle et l'accès à ces fichiers dans le cloud. Et tout le monde est en quelque sorte d'accord avec ça, finalement, en espérant, finalement, en croisant les doigts, que tout se passera pour le mieux. Mais comme vous pouvez le voir sur cette slide, on a mis un emoji
qui, faut être honnête, illustre quand même assez bien cette situation. C'est très loin d'être parfait. L'autre problème qui se pose, c'est aussi de l'accès à sens unique, c'est-à-dire les fichiers qu'on télécharge dans ces appareils. C'est là que le vrai problème commence à se poser. On comprend alors que cet appareil commence à copier des fichiers d'une manière qui n'a pas été du tout anticipée. Et peut-être qu'on l'aurait vu si on était passé par certains de ces services cloud, mais maintenant c'est la porte ouverte sur cet appareil, avec AirDrop, les comptes email personnels, l'accès à d'autres sites web ou encore d'autres services cloud. Tout d'un coup, les fichiers commencent à être dispersés, sans qu'on puisse être au courant de ce qui s'est passé réellement sur l'appareil. Alors qu'il y a de la maîtrise et des choses comme la sécurité des terminaux disponibles pour les PC Windows et les Mac. Ces rapports sur les appareils mobiles n'ont pas été nécessairement mis en place. C'est un constat qu'on avait fait auparavant. Finalement, on se dit que tout va bien se passer, mais sans pouvoir réellement le contrôler. Donc ça présente un risque latent qui est très important. Alors encore une fois, lorsqu'on parle de on-prem, ce problème d'accès à l'informatique parallèle ou d'envoi de données à une Dropbox non autorisée, par exemple, c'était sous contrôle grâce au pare-feu. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on connaissait traditionnellement. On avait des proxys transparents, pare-feu de nouvelle génération et tous ces autres outils. On peut donc empêcher ce genre de choses de se produire avec un décryptage TLS et d'autres outils. Mais dès que votre appareil sort du réseau professionnel et se trouve à la maison, dans l'avion, dans un autre bureau partagé, et que le Wi-Fi a été coupé, et on utilise la 5G de son smartphone, eh bien, il est peut-être plus rapide que le réseau de votre bureau, en plus, ce réseau. Donc, c'est difficile d'appliquer des restrictions. Il y en aura forcément moins, a priori, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les protocoles de contrôle et d'accès qui sont les vôtres, que vous donnez aux terminaux mobiles, eh bien, ils sont à nouveau mis à rude épreuve. Il est difficile de les contrôler. L'autre partie et le dernier point, c'est la multiplication des applications. Traditionnellement, on avait l'application mail, les contacts, les calendriers, on utilisait Plan, Outlook, par exemple. Mais aujourd'hui, on assiste à une multiplication d'applications pour lesquelles les utilisateurs s'attendent à pouvoir utiliser leur appareil mobile pour effectuer des tâches rapides. Pour faire des calls Zoom en déplacement, pour gérer un ticket d'assistance, pour accéder à un WeWork pour travailler, pour répondre à un message rapide dans le chat, pour faire une révision rapide sur Dropbox Paper, sur leur iPad. Toutes ces choses qui contribuent concrètement à la productivité, ça se produit très régulièrement, quotidiennement, et les utilisateurs, ils s'attendent à pouvoir faire ça sur leur appareil mobile en déplacement. C'est ce qui m'arrive chaque semaine lorsque je suis en déplacement. Et il faut que ça marche, il faut que ça soit rapide, et que tous les appareils puissent accéder à ces données d'entreprise qui sont considérées comme sensibles. Vous avez compris donc l'enjeu que cela représente pour votre organisation aujourd'hui. Alors, lors de mes conversations, je me rends compte que beaucoup d'entreprises fonctionnent comme nous venons de l'écrire ensemble, avec un choix qui finalement, vous l'avez compris, n'en est pas réellement un. Alors que faire ? Que peuvent faire les organisations face à ces défis de sécurité aujourd'hui ? Vous allez voir qu'il y a plusieurs stratégies qui sont possibles. La première, c'est, pourquoi pas, d'imposer une limite et un verrouillage à des applications spécifiques. Ça revient à dire que toutes les applications que vos utilisateurs apprécient vont être bloquées. Ils seront limités par exemple à Outlook et Slack dans leur version EMM, et on mettra les bonnes protections autour de ces applications. Le reste des applications qui sont dans l'App Store ne pourront pas être utilisées. C'est contraignant, vous en conviendrez. La seconde stratégie, elle consiste à verrouiller l'appareil en appliquant des politiques qui n'autorisent rien, c'est-à-dire en désactivant AirDrop, tout autre type de partage, les comptes, ainsi que les solutions de VPN non déployées par l'entreprise. Puis en utilisant une stratégie VPN qui active en permanence un VPN et achemine tout le trafic concrètement vers un pare-feu avec une visibilité totale. Ok. Mais toutefois, l'expérience utilisateur, on l'a dit, c'est un des points initiaux de notre échange. Elle devient assez difficile. Mais vous avez réussi à tout verrouiller et à contrôler les prérequis en matière de sécurité. On a constaté que de nombreux employés finissent par utiliser un deuxième appareil. Ils ont donc leur téléphone professionnel et leur téléphone personnel. Le téléphone professionnel, il sert pour téléphoner. Et peut-être pour les applications limitées, auxquelles je faisais référence, par exemple Outlook et Slack, on le voyait à l'instant. Et ils ont accès juste à ça pour le travail. Mais toutes les autres applications pour lesquelles ils ont un usage, on va dire, plus casual,
ben, ça va passer sur un téléphone personnel. Hein, donc on aura deux appareils. Ou alors, si tout est verrouillé, eh bien, ils vont avoir un sentiment finalement de limitation et ils vont donc aller faire ça sur un appareil géré avec un accès conditionnel. Et donc ils vont privilégier, plutôt qu'une expérience mauvaise en mobilité, ils vont privilégier un Mac ou un PC et ils n'utiliseront pas vraiment leur appareil mobile, ce qui peut représenter un frein à la productivité, à l'ownership que vos utilisateurs peuvent avoir sur le contenu et sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc pour le coup, il y a quand même un revers de la médaille assez important. Et concrètement, aucun de ces deux résultats n'est propice à l'évolution ni à l'adoption de la mobilité d'entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a d'autres manières de faire, et on va essayer de vous proposer en tout cas des solutions un petit peu plus tard dans ce webinaire. Mais avant ça, on va parler, si vous le voulez bien, du BYOD. Donc j'ai mentionné déjà cet acronyme que vous connaissez sans doute, qui en anglais veut dire Bring Your Own Device, c'est-à-dire le fait d'utiliser un appareil personnel dans le cadre de son travail. Et donc on appelle ça un océan de compromis. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, il n'existe pas réellement d'approche équilibrée lorsqu'on parle de BYOD. On a réalisé ce diagramme qui montre les principales exigences qu'on a à prendre en compte dans le cadre d'un programme de BYOD. L'expérience utilisateur, la confidentialité, la sécurité des données et la protection contre la perte des données. En anglais, ça c'est le Data Loss Prevention, DLP, que je vais mentionner à plusieurs reprises dans ce webinaire. Et donc, c'est les différents axes qu'il va falloir prendre en compte si votre entreprise envisage le BYOD. La première action que nous voyons, c'est celle de la porte ouverte. Ça peut faire un peu peur, dit comme ça, mais donc sans gestion d'appareil, sans contrôle d'accès, et qui laisse simplement les utilisateurs télécharger leurs applications, et tant qu'ils ont un nom d'utilisateur valide, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ou qu'ils souhaitent. Il n'y a pas de contrôle de l'IT sur le reste de l'appareil, et généralement pas de sécurité des données. Vos politiques pour contrôler cet appareil, les applications validées au sein de l'organisation, elles n'existent tout simplement pas. Donc vous comprenez facilement, alors c'est vrai que c'est bien pour les utilisateurs et leur vie privée, mais en tout cas pour le reste, on est vraiment très loin de ce que l'on souhaite atteindre. La seconde solution, c'est d'avoir recours à un MDM, une approche MDM complète. Donc ce qu'on rencontre très souvent, avec beaucoup d'entreprises dans des industries qui sont réglementées, vous diront qu'ils ne vont pas faire de stratégie de porte ouverte, clairement impossible, mais qu'elles vont juste mettre en place un MDM complet sur les appareils BYOD. C'est l'équivalent d'un MDM sur les appareils appartenant à l'entreprise, et ainsi on obtient certains avantages. On peut faire du DLP, on a une meilleure sécurité des données avec le VPN, du contenu distribué avec notre application self-service par exemple, et on applique des policies comme on le souhaite, à l'exception des politiques supervisées, évidemment, puisque là on est dans un cadre où on utilise un appareil personnel. Mais ça permet quand même d'avoir un niveau de contrôle qui soit assez élevé. Mais on finit par perdre beaucoup en termes de vie privée et d'expérience utilisateur. Clairement, vous le voyez, ce diagramme-là, il illustre parfaitement ça, puisque on est sur l'appareil personnel de l'entreprise, et donc il va y avoir des contraintes, par exemple un code alphanumérique très long pour l'utilisateur qui n'aura pas forcément besoin de taper en temps normal, et on finit par entraver finalement certaines des capacités qu'on a avec un appareil mobile, sans mentionner le fait qu'on pourrait avoir des applications de l'utilisateur et qu'on pourrait potentiellement installer des proxys et autre chose pour surveiller ce qui se passe. C'est un peu effrayant, je pense que vous en conviendrez avec moi. Donc clairement pas une stratégie qui serait la plus adaptée à mon sens. Ensuite, on a une troisième option qui est la MAM, la Mobile Application Management, ou en français gestion des apps mobiles, ça sera un peu plus simple aujourd'hui. En fait, c'est quand il est vraiment difficile d'obtenir un certificat signé pendant tout le cycle de vie de l'application. Donc on va finalement finir par se reposer sur les plus grands développeurs, Microsoft en étant le plus important, clairement. On parlait d'Outlook tout à l'heure, mais c'est qu'un des exemples parmi les très nombreux services et applications proposés par Microsoft. Et en plus, Microsoft est fortement engagé dans cette stratégie de gestion des applications mobiles. Si on n'utilise que quelques applications, on peut obtenir une bonne protection des données, clairement, une sécurité des données d'entreprise, qui est un élément clé, et puis une confidentialité de bon niveau, avec donc un respect de la vie privée de l'utilisateur. Mais encore une fois, l'expérience utilisateur n'est pas bonne parce qu'on force l'utilisateur à utiliser des applications spécifiques sans liberté.
Et donc vos applications, vos policies sont encore une fois limitées à ces applications qui ont un app wrapping et qui sont des applications internes. Cette option n'est pas mauvaise en soi, loin de là, hein, clairement, mais ce n'est pas nécessairement vraiment génial non plus. Donc un équilibre peut-être, un compromis sans doute, et c'est justement ce qu'on vous disait tout à l'heure, on est dans un océan de compromis, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut réfléchir et qu'il faudra prendre en compte. Voilà pour le BYOD. Alors passons maintenant à la façon dont on envisage chez Jamf l'évolution de la mobilité d'entreprise, que nous appelons la mobilité holistique pour les entreprises. Et tout ça, ça tourne autour d'un concept que nous appelons Trusted Access. Je ne vais pas vous refaire une présentation longue de Trusted Access parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous aujourd'hui ont déjà entendu cette présentation. Si ce n'est pas le cas, ça ne saurait tarder, en tout cas de manière détournée, je l'espère. Mais je vais vous donner une courte explication de ce que c'est. Pour faire simple, Trusted Access, c'est la mise en place d'une architecture Zero Trust. La gestion des appareils seule ne suffit pas. Le VPN seul ne suffit pas. L'encapsulation des apps, ou l'app wrapping dont je parlais à l'instant, seul ne suffit pas non plus. Il s'agit vraiment d'une architecture globale qui relie la gestion des appareils, l'identité, l'accès et la sécurité des terminaux, afin que vous puissiez obtenir ces différents résultats sur l'ensemble de votre parc. Quel que soit le modèle de propriété, donc appareil pro ou appareil BYOD personnel, quel que soit le type de plateforme, l'idée est que cette approche holistique de la sécurité en couche et de la gestion en couche de l'utilisation de l'appareil. Ainsi, le principe général de l'accès de confiance dans le cadre du Zero Trust, donc Trusted Access, est que seuls les utilisateurs autorisés sur des appareils inscrits, qui sont sécurisés et conformes, peuvent accéder aux données sensibles. Ce n'est pas très habituel pour la plupart des architectures et conceptions Zero Trust, et il y a un élément qui fait que ce n'est pas habituel, c'est justement la partie appareil inscrit. On en est vraiment très fiers et on pense que c'est très important et vous le verrez au cours de cette discussion, de cet échange. Et vous le savez, on a un acteur historique du MDM, ce qui explique en partie notre position sur le sujet, évidemment, mais il y a beaucoup de choses à gagner aussi à avoir un appareil géré par rapport à un appareil qui n'est pas géré. Et on croit vraiment qu'un appareil géré, c'est le point de départ essentiel pour s'assurer que tout le reste peut se mettre en place. En répondant avec ces critères de conformité à la sécurité des utilisateurs autorisés, il ne s'agit pas nécessairement de protéger le terminal directement lui-même, mais de s'assurer que ces données et ce flux de données dont nous avons parlé plus tôt vont être contrôlés, tout simplement. Alors, le premier cas d'usage, ça va être les appareils professionnels. Et pour vous donner un peu plus de contexte sur Trusted Access, j'ai décomposé les différents éléments qui le composent. Pour les appareils inscrits, ça commence avec le fournisseur MDM. Vous gérez l'ensemble de l'appareil, vous gérez les applications, vous autorisez ou non les applications personnelles en fonction de la supervision ou non de l'appareil. Concrètement, si vous voulez un appareil entièrement verrouillé, c'est votre droit, c'est votre appareil. Vous pouvez le verrouiller entièrement. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, mais il y a différents niveaux de contrôle de ce que vous pouvez faire en fonction de la flotte, des personnes pour lesquelles vous déployez les appareils, de leur cas d'usage. Et tout commence par la gestion de l'appareil pour s'assurer que vous pouvez établir les fondations et la base. C'est très important pour les équipes en charge des terminaux, donc de la mobilité, pour s'assurer qu'elles comprennent qu'elles peuvent gérer les appareils, accéder aux appareils, obtenir les applications dont elles ont besoin. Et tout commence donc par cette gestion des appareils mobiles. Chez Jamf, en plus, nous sommes vraiment à la pointe concernant la gestion déclarative des appareils, qu'on appelle aussi le DDM, Declarative Device Management, et qui fait de Jamf Pro la vraie solution 2.0 en termes de MDM. Ensuite, concernant les identités, on utilise des extensions d'authentification par signature unique, on va dire SSO aujourd'hui, ça sera plus simple. Donc vous avez un fournisseur d'identité, qu'il s'agisse d'Okta, Microsoft, Google, entre autres. Et le fait est qu'il y a des innovations vraiment géniales qui se produisent avec les extensions SSO. Nous avons déjà fait quelques webinaires sur ce sujet, je vous invite à les consulter si vous le pouvez. On est donc en mesure d'obtenir une résistance au phishing en utilisant les extensions SSO. Et l'IDP est capable de tirer parti aussi de la biométrie de l'appareil pour non seulement donner une expérience vraiment transparente de connexion face à Face ID sur votre téléphone par exemple, mais aussi pour stocker votre mot de passe et l'authentifier en utilisant des informations d'identification sécurisées avant que vous ne puissiez être victime de phishing. On appelle les informations d'identification résistantes au phishing ou en anglais phishing resistant credential.
serait primordial pour ces appareils mobiles parce que c'est ce qui se produit le plus souvent. Le premier vecteur d'attaque sur les appareils mobiles, c'est le phishing aujourd'hui. Vous savez déjà que vos équipes en charge des identités vont adorer ça, c'est sûr. Hein. Grâce à ça, elles peuvent se débarrasser des mots de passe, avoir des connexions plus robustes, ne pas exposer les apps de l'entreprise, et elles peuvent définir les politiques d'accès sans authentification multifacteur ou MFA. Et l'extension SSO est capable de faire ça. C'est un bon moyen de rendre heureuses les équipes en charge des identités, très clairement. On peut alors se pencher sur la sécurité, en commençant par le filtrage de contenu sur l'appareil, puis notre application Jamf Trust qui cherche les attaques de type Adversary in the Middle. On va pouvoir voir les éléments inhabituels qui se produisent sur le réseau, évaluer l'inventaire des applications sur l'appareil, vérifier les versions de système d'exploitation, vérifier les versions des applications, tout ce qui va vous permettre de comprendre l'état de santé et le niveau de risque d'un appareil. Et donc, on va attribuer ensuite un niveau ou un score de risque à cet appareil en fonction de tous ces facteurs. Et on examine également ce qui se passe sur le réseau pour comprendre si l'appareil fait des choses risquées, s'il accède à des sites web risqués. On parle d'un appareil appartenant à l'entreprise qui est donc censé être utilisé à des fins très spécifiques. Vous ne voulez pas que du contenu inapproprié soit accessible sur cet appareil. On propose des réglages très complets pour verrouiller ça. Vos équipes en charge de la conformité vont elles aussi adorer ça, hein, car tout d'un coup, les appareils mobiles qui naviguent sur n'importe quel réseau et sur lesquels vous ne pouvez pas généralement filtrer le contenu, hein, lorsqu'on est on-prem, vous pouvez désormais filtrer le contenu sur des réseaux 4G, 5G, sur un Wi-Fi domestique ou dans l'avion, même lorsqu'une personne se déplace à l'étranger. Et puis, on ne va pas omettre non plus une solution qui a été lancée au printemps 2023, qui s'appelle Jamf Executive Threat Protection, et qui est un produit qui est conçu pour les appareils d'entreprise utilisés par des personnes qui se déplacent souvent, que ce soit en France ou à l'étranger, hein, et accèdent à des informations très importantes, par exemple sur l'évolution du marché, de l'entreprise. On peut parler aussi de personnes qui travaillent dans les médias, avec des risques, hein, sur des lieux de conflit par exemple. Et on est en mesure de regarder un tout autre niveau de profondeur sur l'appareil pour comprendre et rechercher les menaces vraiment avancées de type Pegasus, hein, dont on entend régulièrement parler, et qui ciblent certains dirigeants du CAC 40, des membres du gouvernement, parce que ces informations permettraient de nuire, pourquoi pas, à un État ou à une entreprise. Les équipes de sécurité apprécient aussi la possibilité de bloquer l'accès aux sites de phishing connus, au lieu de téléchargement de logiciels malveillants et aux ressources de jailbreaking. Parce que ça empêche finalement aussi, par extension, les attaques de type Adversary in the Middle dont on parlait tout à l'heure et qui pourraient compromettre les fondements critiques de la sécurité. On parle par exemple de l'attaque DNS chinoise qui redirige les connexions Okta vers des serveurs proxy malveillants et qui invite les utilisateurs à accepter un faux certificat pour permettre l'interception HTTP. Les attaques deviennent de plus en plus poussées, précises, et donc il est important de pouvoir s'armer pour y répondre. Et donc la prochaine étape, c'est l'accès Zero Trust de Jamf. Comment puis-je avoir accès aux données de mon entreprise? Eh bien, c'est Jamf Connect ZTNA qui permet aux appareils d'avoir un accès privilégié à leurs ressources, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, qu'il soit sur le cloud ou on-prem. Nous faisons en sorte que l'utilisateur se connecte simplement avec ses identifiants. Jamf vérifie que l'appareil est sain, qu'il est sécurisé, et en fonction du rôle de l'utilisateur connecté, il obtient un accès très spécifique à l'application dont il a besoin pour faire son travail. On n'ouvre pas un accès à des segments entiers du réseau où vous pouvez vous déplacer librement dans tout le réseau interne, accéder à des choses auxquelles vous n'avez pas nécessairement besoin d'accéder. Ainsi, par exemple, l'équipe commerciale aura peut-être accès à certaines ressources de vente, à l'outil de CRM, puis l'équipe ingénierie, elle, aura accès plutôt à des ressources techniques, mais pas l'inverse, puisque ce n'est pas nécessaire. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment facilement mettre en place avec des politiques qui sont très user-friendly, clairement, et que nous pouvons créer dans le portail Jamf Security Cloud, dont nous verrons quelques exemples dans un petit moment. Votre équipe réseau va elle aussi vraiment apprécier le ZTNA de Jamf Connect parce que c'est très simple, c'est très efficace et léger. Et on peut utiliser aussi une wirecard pour les techniciens qui le souhaitent. Nous disposons d'un edge global qui est capable de créer des connexions dans le monde entier, hein, et d'un réseau maillé qui relie les nœuds dans le monde entier également. On rend tout ça très facile grâce à une interface web. Il n'y a rien à déployer on-prem pour faire fonctionner le système. Donc c'est aussi très facile à maintenir sur le long terme. Autre étape importante, très importante même, c'est l'automatisation, en particulier de la remédiation. C'est un élément essentiel et différenciant de notre approche en termes de sécurité.
Par exemple, si notre système de prévention des menaces réseau détecte qu'un appareil accède à un appareil, un contenu sans service de commande et de contrôle connu, bah, le niveau de risque augmentera et deviendra très élevé, ce qui coupera alors l'accès de cet utilisateur via Jamf Connect ZTNA des applications sensibles, par exemple comme GitHub ou autres, car ça pourrait indiquer qu'il y a peut-être un malware que nous exécutons sur cet appareil, que quelqu'un a un accès bizarre ou un accès avancé, et on veut être en mesure de résoudre ce problème et de bloquer immédiatement l'accès aux ressources qui pourraient être considérées comme sensibles. De même, avec les fournisseurs d'identité, on veut être en mesure de réduire le phishing et de recevoir les informations si l'utilisateur est déconnecté de l'IDP de manière impromptue et pour une raison quelconque. On veut également que ça influence le reste du trafic et le comportement de l'appareil. Et bien sur le MDM, on peut effectuer ce type de tâches de rémédiation pour installer, supprimer, cacher des applications, changer les politiques, etc. à la volée et automatiquement. Tout ça peut fonctionner ensemble car ça fait partie de la même famille de produits et de la même vision, de la même approche. Et puis enfin, comme vous le savez, pour les équipes SecOps, ce qui est génial avec cette architecture, c'est qu'il est possible de fermer les angles morts en intégrant tout ça à une solution similaire. Vous pouvez obtenir des données au niveau de l'appareil, des données de fournisseurs d'identité, comme les données d'accès au réseau et Internet, l'accès privé aux journaux de log, aux logs d'audit. Et tout ça, évidemment, ça pourrait être transmis à un SIEM. Donc si on ne fournit pas suffisamment de rapports pour cela, vous avez la possibilité d'utiliser votre propre outil de BI ou Splunk, et votre équipe de sécurité pourra alors analyser les choses de cette façon-là. Donc c'est vraiment très complet. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on voit concrètement ce que ça donne sur l'iPhone. Et donc on va voir une expérience utilisateur sur iPhone. Avec un iPhone 9 qui est donc configuré. Donc vous reconnaissez sans doute tous cette page. On va ensuite, bien sûr, comme toute première configuration, choisir sa langue, choisir sa région. Pourquoi pas configurer un forfait 5G si on le souhaite. Et puis donc on voit là le MDM qui prend la main dans cette démonstration. Configuration de l'iPhone, les premiers profils de configuration vont être distribués. Configuration de Face ID, on va voir qu'il y aura un rôle clé dans notre expérience utilisateur. Donc on voit notre collègue Matt ici qui est en train de configurer Face ID sur ce mobile de démo. Configurer si on utilise Face Mask ou pas. Déterminer le passcode qui va venir verrouiller l'appareil, le confirmer. Et donc une fois qu'on a terminé ces étapes, eh bien, on va pouvoir finir de configurer rapidement l'iPhone. Et vous voyez qu'on arrive donc vraiment sur la page d'accueil de l'iPhone. Et on reçoit un message qui nous dit « Tiens, welcome to Jamf Photo, c'est cool, cliquez sur ce lien. » Et vous voyez qu'instantanément, sans que rien n'ait été fait par l'utilisateur, même s'il a cliqué sur un lien de phishing, eh bien ce lien est bloqué. Il a été identifié comme tel par Jamf et pourra être bloqué. Maintenant, il va essayer d'accéder au site de la cafétéria de l'entreprise qui n'est accessible que de manière sécurisée. Eh bien, vous l'avez vu, cet accès pour l'instant n'est pas possible. Alors, il va falloir activer Okta Verify qui va permettre justement le SSO, qui va permettre d'accéder par extension donc aux ressources de l'entreprise. En scannant ce QR code qu'il a reçu par mail, l'utilisateur peut donc activer les notifications et surtout, après avoir activé Face ID, bénéficier d'un accès simplifié aux ressources avec un minimum de mots de passe. Et donc, lorsqu'il va retourner dans son navigateur Safari et essayer de se connecter, on va voir que ça fonctionne. Dans un premier temps, il va faire un tour sur l'application Jamf Trust qu'il va pouvoir activer avec le SSO. Vous voyez donc Face ID fait son travail et que donc l'application va pouvoir être activée. On va voir que cette application va passer du vert à l'orange. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a eu une alerte de phishing il y a quelques instants, donc c'est tout à fait normal. Mais pour le reste, le niveau de risque de l'appareil n'a pas augmenté. C'est vraiment à titre informationnel ici. Lorsque on essaye d'accéder à cette page de cafétéria de l'entreprise, eh bien vous voyez que cette fois-ci, c'est tout à fait et pleinement accessible. Alors notre utilisateur poursuit sa journée et il a besoin de Dropbox. Il se rend dans ce service dont on a parlé tout à l'heure, qui vous permet de distribuer du contenu en autonomie aux utilisateurs. Vous voyez qu'il a pu cliquer simplement pour installer l'application. L'application finit de s'installer. Il va devoir se connecter. Et bien là encore, avec le SSO, ça va être très simple. Il n'aura qu'à saisir son adresse email. C'est vraiment rapide. Et on va lui proposer, le bouton, vous allez voir, va évoluer dans Dropbox, de se connecter en utilisant le SSO de son entreprise. Voilà ce qui est fait à l'instant. L'activation va se faire
très rapidement, très facilement, en 2 temps, grâce à Okta une nouvelle fois, hein, qui vérifie donc l'identité par Face ID. Et lorsqu'il va retourner dans l'application qu'il aura autorisée, cette application Jamf Trust et l'application Dropbox, eh bien, il va pouvoir accéder au contenu de Dropbox, il va pouvoir créer un nouveau dossier pour stocker, pourquoi pas, des documents. Donc, en fait, il aura accès pleinement aux fonctionnalités de sécurité, de stockage de Dropbox grâce à cette activation en 2 temps et le fait aussi que Jamf Trust permette cet accès sécurisé à cette ressource particulière. Encore une fois, tous les utilisateurs n'ont pas peut-être besoin d'avoir accès à Dropbox, mais en l'occurrence ici, c'est le cas et c'est ce qui est proposé. Ensuite, cet utilisateur va faire quelque chose évidemment, personne ne recommandera, mais ça serait la possibilité de supprimer le verrouillage de l'écran de l'iPhone. Vous allez voir la conséquence que cela va avoir pour cet utilisateur en termes de sécurité. Donc, le code est en train d'être désactivé. Et lorsqu'il va essayer d'aller à nouveau dans l'application Dropbox pour vérifier, on voit que Jamf Trust informe l'utilisateur qu'il y a un niveau de risque de menace assez important. Lorsqu'on clique sur la notification, on voit ce qui s'est passé. L'écran de verrouillage est désactivé, donc forcément le niveau de risque de l'appareil a augmenté. Ce qui se traduit par, ici, par exemple, un refus de proposer un accès au site de la cafétéria, dont on a déjà effectué une visite tout à l'heure, toujours pour cette même raison. Hein, vu que le niveau de risque a augmenté, les ressources d'entreprise vont être tout simplement bloquées d'accès pour cet utilisateur. De la même manière, vous allez voir, comme je vous le disais, dans Dropbox, cet accès, lui aussi, hein, il va pouvoir voir concrètement, mais c'est à peu près tout ce qu'il pourra faire lorsqu'il essaiera. Vous voyez, hein, toujours les notifications qui vont se multiplier pour lui dire bah non, tu n'as pas accès pour le moment car ton niveau de risque est trop élevé. Il va essayer de créer un dossier, il va essayer d'aller plus loin dans son usage de Dropbox. Il sera impossible pour lui d'avoir un accès plus poussé que celui qu'il avait jusqu'à maintenant, en ayant donc ce passcode, hein, ce verrouillage de l'écran qui sera actif. Donc concrètement, vous l'avez compris, il n'a pas trop de choix. Hein. La seule solution qui sera disponible pour notre utilisateur, encore un cas d'usage typique, ce serait le partage, qui lui aussi est complètement verrouillé et bloqué. Donc en fait, le seul choix qui reste à notre utilisateur dans cette situation, eh bien, c'est d'avoir recours à l'activation du verrouillage de cet iPhone pour garantir ensuite qu'il va pouvoir accéder à nouveau pleinement à ces ressources et bénéficier donc de la facilité d'accès à celles-ci. Il retourne dans les réglages, réactive le code, le crée à nouveau. Hein, dans cette situation, on n'a pas trop le choix. Et donc vous allez voir que quelques instants après, eh bien, le niveau de risque de l'appareil dans Jamf Trust aura baissé. Alors, encore une fois, j'insiste, hein, la page reste orange tout simplement parce qu'on a eu tout à l'heure cette petite alerte de phishing qui, et vous voyez que le point qui requérait notre attention a disparu. On voit cette alerte de phishing là, sur le site de tout à l'heure. L'accès au site de la cafétéria, site de démo, a été complètement rétabli. Et on va voir également que dans Dropbox, eh bien, l'utilisateur va pouvoir très facilement créer un nouveau dossier pour stocker ces données et donc garantir ainsi un accès complètement sécurisé aux ressources de l'entreprise. C'est ce que permet le ZTNA de Jamf Connect et qui va offrir donc une grande flexibilité pour l'utilisateur. Vous avez vu que c'est instantané, très clair, très informé. Et puis pour l'entreprise, pour sécuriser les données. Voilà, notre dernier point, ou en tout cas le point suivant, concerne donc les appareils personnels. Et donc ici, forcément, on n'a pas le choix, tout tourne autour du BYOD, hein, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Et vous allez voir à quel point ça s'intègre parfaitement dans la notion de Trusted Access. Ça peut paraître étrange au premier abord, mais justement, Jamf a vraiment peaufiné son approche pour vous garantir une expérience qui soit la plus proche possible de celle d'un appareil appartenant à l'entreprise. Et donc pour mémoire, hein, on voit à nouveau cette slide qui vous montre que dans l'approche BYOD, en fait, hein, et de l'inscription des utilisateurs, hein, ce qu'on appelle aussi le User Initiated Enrollment, pour ceux à qui ça parlera, qu'on abordera dans quelques instants, ça fonctionne toujours, même sur un appareil personnel. Alors, il y a une séparation virtuelle hein, entre les applications personnelles et les applications gérées lorsqu'on est dans un modèle où on utilise des appareils personnels.
Et en utilisant leur identifiant IDP, en fait, les utilisateurs peuvent déployer un service MDM léger qui permet uniquement de contrôler les applications gérées et un nombre plus limité de profils et de restrictions qui vont être imposés à l'utilisateur. Lorsqu'on configure ça en tant qu'administrateur d'une flotte, on va créer une partition cryptée sur l'appareil de l'utilisateur. C'est là que vont être stockées toutes les données, les applications de l'entreprise auxquelles ils n'ont pas accès et dont vous possédez la clé. Donc l'utilisateur ne peut pas délibérément nuire à l'entreprise en essayant d'accéder à ces données sécurisées de l'entreprise. Et puis, lorsque l'utilisateur s'inscrit sur ce MDM et qu'ensuite vous allez déployer vous Dropbox, Slack directement ou qu'on lui a mis à disposition self-service pour qu'il installe des applications par lui-même, ces applis vont être également installées sur cette partition distincte qui est entièrement contrôlée par le service informatique de l'entreprise. Et les utilisateurs, eux, ils peuvent à tout moment désinstaller le profil MDM, c'est dans les réglages, ça prend quelques instants. À ce moment-là, toutes les applications vont disparaître, ou alors vous pouvez carrément décider vous-même à la volée de supprimer les applications et même de supprimer du coup la gestion à distance quand vous le souhaitez. C'est un cas d'usage aussi qu'on peut, pourquoi pas, expérimenter lorsque vous avez des consultants qui viennent travailler dans votre entreprise. Tout le trafic réseau que l'on voit donc sur le bas de cette slide ne fonctionne que sur les applications gérées. Donc si je télécharge la même application dans l'App Store de manière tout à fait traditionnelle, je ne pourrai pas atteindre les ressources internes de l'entreprise, même en utilisant mes identifiants professionnels. Ça ne fonctionnera pas, c'est très important. Donc il faut que ça passe par le ZTNA de Jamf Connect. C'est une configuration qui, vous en conviendrez, est quand même assez cool. Et le plus important, c'est que il y a une politique réelle de Data Loss Prevention, de DLP, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, sur l'appareil, et où on peut choisir que les fichiers et documents ou tout autre type de choses qui sont reçus par une application gérée, donc prendre un exemple très simple dans quelques instants, tous ces documents, tous ces fichiers ne pourront pas être partagés avec des destinations qui ne sont pas gérées, pas même en faisant un copier-coller. Et comme toujours, l'utilisateur il est notifié dans ce cas-là pour comprendre ce qui se passe. Quelques exemples, ou en tout cas un premier exemple. AirDrop peut faire partie des destinations gérées ou non gérées. Et si on décide de ne pas gérer AirDrop, concrètement, le bouton dans les applications qui seront gérées, le bouton de partage AirDrop, disparaîtra et ne sera pas accessible. On ne pourra pas partager de documents de cette autre manière. Autre cas d'usage, je reçois dans mes mails professionnels un code très important dans le cadre de mon travail, je souhaite le copier-coller vers une note à titre personnel. Eh bien, le copier-coller ne sera pas possible et pareillement, l'utilisateur sera également notifié. On peut bien sûr appliquer le filtrage de contenu sur l'appareil, mais uniquement dans les applications qui sont gérées. On peut forcer le trafic de ces applications gérées à toujours passer par le ZTNA. Concrètement, on est parfaitement aligné avec Apple pour cette approche du BYOD. Le plus important ici, c'est que toutes les applications vont offrir la même expérience, qu'on soit sur un appareil d'entreprise ou en BYOD. L'utilisateur n'aura pas besoin de transporter deux téléphones. Il a un téléphone personnel qui lui sert également pour ses usages professionnels. Et les deux usages ne se recouperont jamais. Et en plus, pour les rassurer, c'est toujours très important, le MDM ne permettra pas d'avoir de visibilité sur ce qui se passe dans l'espace non géré. C'est-à-dire que l'espace personnel qu'on voit en orange ici, sur la gauche de cet iPhone. Ainsi, on a une bien meilleure expérience utilisateur. On a beaucoup de contrôle de DLP, on a une très bonne sécurité des données de l'organisation, on a une bonne gestion des applications et des règles d'utilisation de celles-ci, et enfin, on a un respect de la vie privée optimale conformément aux exigences d'Apple en la matière. Et il en va de même si on est dans le cadre de l'inscription, le User Initiated Enrollment dont je parlais tout à l'heure, sur certains points, mais pas d'autres. Mais je pense que dans l'ensemble, il s'agit d'une approche globale très solide et équilibrée pour le BYOD, donc cette utilisation d'appareils personnels dans le cadre du travail. Voilà, un contenu, je l'avais dit, qui est assez complet et forcément passionnant, intéressant. Je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie aujourd'hui. C'était un plaisir de partager ce contenu dans ce tout nouveau webinaire de Jamf. Je vais maintenant vous inviter à continuer à poser vos questions dans le chat.
de ce webinaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, on va y prendre le temps d'y répondre. Et je passe maintenant la parole à mon collègue Mathieu Castel, lui est aussi également ingénieur avant-vente de Jamf pour la France, que vous connaissez sans doute, et qui sera un plaisir de répondre à ces questions. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.